pour moi ici, en gros, le modèle mental qui est intéressant, c'est de vraiment comprendre, décomposer en fait tes tâches et comprendre les différents ingrédients qui rentrent dans une création. Par exemple, si tu dis, OK, bah, les vidéos YouTube, c'est moi qui les fais, personne d'autre peut les faire. OK, certes. Mais maintenant, tu vas découper les différentes tâches dans une vidéo YouTube. Dans une vidéo YouTube, il y a quoi? Il y a trouver un sujet. Ensuite, il y a faire les recherches. Ensuite, il y a faire un plan. Ensuite, il y a écrire. Ensuite, il y a créer la miniature et le titre, etc. Ensuite, il y a trouver les visuels pour le montage. Ensuite, il y a faire le montage. Ensuite, il y a uploader, etc. Enfin bref, tu vois, là, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc, j'essaie de comprendre quels sont les éléments que moi, je peux faire et comment est-ce que d'autres personnes peuvent me mâcher le travail. Donc, un élément, par exemple, où c'est intéressant, c'est que avant je répondais à toutes les questions qu'on m'envoyait par email. Donc, tu étais dans ma formation, tu m'envoyais un email, je répondais à ta question. J'ai toujours voulu répondre aux questions des gens, mais à un certain point, c'était épuisant d'avoir dans mes emails chaque jour des trucs qui tombaient. Ça pouvait tomber le lundi matin comme le dimanche soir. Si je ne regardais pas mes emails, il y a des jours où je n'ai pas le temps de regarder mes emails. Pendant 3 jours, ça s'accumulait. Les gens ne savaient pas quand ils allaient avoir une réponse. Ils m'envoyaient un email, ils ne savaient pas quand ils allaient avoir une réponse. Donc je me suis dit, OK, comment est-ce que je fais pour maintenir en fait, ce cœur de valeur qui est à une réponse individuelle de Stan et trouver un process et découper et avoir de l'aide des gens. Et en fait, c'était pas évident parce que tu dis, bah, un email, qu'est-ce que tu veux faire? L'email, il arrive, tu réponds et c'est fini. Tu ne peux pas te déléguer ça, sauf si tu délègues la réponse à l'email, ce que j'avais pas envie de faire. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place le concept des consultations. Donc, les gens vont poser leurs questions. Le mercredi matin, Marc va prendre toutes les questions qu'ils ont posées. Il va prendre des screenshots de chaque question. Il va les mettre dans un Google présentation, enfin, en gros, un PowerPoint qu'il va m'envoyer. Moi, du coup, maintenant, j'ai mon PowerPoint avec toutes les questions qui sont rassemblées et j'ai juste à filmer mon écran et à répondre à chaque question. Et j'ai ma petite facecam dans le coin. Une fois que j'ai fini ça, je vais uploader à Marc qui, lui, va faire le découpage de toutes les questions, les envoyer aux bonnes personnes, les mettre dans les archives, etc. Tu vois. Donc, en fait, on est passé d'un poids colossal qui était une espèce d'épée de Damoclès en fait, que je traînais tout le temps avec moi, y compris quand j'étais en vacances. J'accumulais des questions qu'il fallait que j'aille répondre quand je revienne. Je pouvais quasiment jamais m'arrêter en fait, à cause de ça. Et c'était con, mais c'était un vrai poids. Et en fait, en repensant à la structure de la valeur, en fait, et la valeur, c'était la réponse personnelle de Stan. Si je peux le faire en vidéo, ça gagne du temps, mais j'ai pas envie de faire une vidéo pour chaque personne. Il faut que je les consolide. Il faut que je puisse consolider et batcher ça. Donc, en fait, c'est passé à quelque chose qui prend du temps. Ça prend entre 2 et 3 heures le mercredi après-midi pour moi de le faire. Mais je suis passé de un truc qui était constant, une pression constante, un stress constant, un truc qui était toujours une espèce d'épine dans le pied où il y avait toujours une question à laquelle je n'avais pas répondu, à une tâche consolidée sur une fois. Et dans ce cas-là, tu vois, c'est vraiment comment est-ce que tu découpes cette tâche pour comprendre quels sont les éléments. Par exemple, sur le podcast, j'ai pendant très longtemps beaucoup de mal à faire le podcast parce que pour faire un podcast, il faut trouver des invités, il faut les contacter suffisamment à l'avance pour qu'ils prennent le booking pour la bonne date. Donc, il faut que tu regardes ton calendrier. OK, telle semaine, j'ai une personne ou j'ai pas une personne. Après, il faut faire les recherches. Ça prend beaucoup de temps de faire des recherches sur quelqu'un. Surtout si c'est une personne qui a fait pas mal d'interviews, il faut consommer pas mal de contenu. Ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Aujourd'hui, en gros, sur mon podcast, j'ai mon calendrier, il y a un booking, il y a marqué « Ah, Sébastien a pris un booking ». Très bien. Le jour J, j'arrive, j'ai un document de recherche sur toi. Je vais lire mon document, ça va me prendre environ 1 heure généralement de prendre mon document, de lire toutes les recherches qui ont été faites, d'aller voir ton site, d'aller voir tes vidéos, de prendre des notes et d'écrire mes questions. Ça me prend 1 heure. On va enregistrer ensemble environ 1 heure et demie, 2 heures, grosso modo sur l'enregistrement. Et après, je vais passer une demi-heure pour faire l'intro, l'outro, écrire un titre, etc. Grosso modo. Mais en une après-midi, j'ai fait mon podcast. Qui sinon était un poids constant de dire ah tiens, il faut que je relance machin pour qu'il prenne rendez-vous, etc. Tu vois, donc en reconstruisant le truc et en ayant une personne qui va m'assister à côté, et bien sûr, cette personne, c'est important qu'elle ait du contexte, qu'elle comprenne quel type d'invité j'ai envie d'avoir. Donc ça, c'est l'importance d'avoir du contexte. Il faut que tu manages la personne sur chaque tâche. Un stagiaire, par exemple, tu vois, il faut que tu le manages sur chaque tâche, bah, tu n'as pas récupéré de l'espace de cerveau. Mais en reconstruisant ça, je reconstruis tout sur une après-midi. Et en une après-midi, je gère ce processus de contenu hebdomadaire sur mon podcast. Et c'est vraiment comme ça que, tu vois, que c'est ça qui a fonctionné pour moi. Et encore une fois, moi, j'ai eu tous ces problèmes et toutes ces anxiétés que tu as mentionnées. Moi, je les ai eues aussi. Le fait de prendre quelqu'un et finalement, il faut que tu le manages sur chaque tâche. Tu dis, j'aurais aussi bien fait de le faire moi-même. Sur le booking du podcast, s'il faut que je te dise, bah tiens, souviens-toi, il faut que tu contactes Sébastien pour trouver un truc, bah, j'aurais aussi bien fait de te contacter directement. La valeur, c'est que j'ai pas besoin d'y penser et essentiellement, le booking, il apparaît magiquement en fait sur mon calendrier et c'est ça qui me permet d'avoir une régularité, c'est ça qui permet de me dire, ok, cette semaine j'ai ci et je sais même pas qui je vais avoir la semaine prochaine. Voilà, mais je sais que quelqu'un s'occupe et quelqu'un s'occupe d'avoir trouvé la personne, de s'assurer que tout est bien en amont et d'avoir fait les recherches.
Oui, tu as fait en sorte de te faciliter toutes les choses à côté. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as fait en sorte que les gens rentrent dans un carcan. Et je le vois pour les épisodes critiques que je fais l'été, où je donne mon avis sur les photos des gens. C'est-à-dire qu'ils doivent remplir un formulaire. Mhm. Et donc j'ai fait un formulaire qui est disponible pendant 3 semaines, tu vois, un truc comme ça, où j'envoie un mail en disant vous avez 3 semaines pour vous inscrire. Ce qui fait que tout le reste de l'année, je reçois quasiment des mails tous les jours pour me demander tiens, est-ce que tu peux critiquer mes photos, est-ce que tu peux me donner mon avis sur mes photos, tout ça, parce qu'ils savent que j'ai un avis Mhm. franc et sincère et très direct. Donc bon, ça plaît à pas mal de monde. Bah, je leur dis non, parce que je fais pas de critiques en privé, mais par contre, tous les ans, je lance ça. Et tu as une chance de passer dans les épisodes de l'été. Alors, je fais pas tout le monde, mais tu as une chance de passer dans l'épisode de l'été si tu tirages au sort. Et par contre, ce sera à ce moment-là que ce sera fait. Et tu ramènes les gens vers un process qui est déjà établi. Et donc, ça, tu as juste une réponse à donner et c'est fini, quoi. Et plutôt que de. Tu leur donnes un échappatoire aussi en faisant ça, et ça te fait ok, c'est bon, j'aurais pas la critique à faire de mon côté, quoi. Ouais, tu donnes aux gens tu leur donnes des règles en fait. Ça, c'est un truc qui est assez important. C'est un truc que tu apprends beaucoup chez Tim Ferriss en fait. C'est d'avoir des règles. Mm. De dire, moi j'ai une règle, c'est que si tu veux faire un podcast avec moi, il faut que tu le fasses le jeudi à une certaine heure. En fait, tu vois, c'est une Mm. contrainte. Mais j'ai une certaine règle. Tu sais que normalement, je devrais être en live sur ma Ouais, communauté à cette heure-là. ouais, J'ai dû annuler cette semaine pour toi. bah, je te remercie de le faire, tu vois. Et voilà, c'est une règle, mais ça me permet aussi de faire tout fonctionner. Si tu veux une réponse à ta question, bah, il va falloir que tu attendes le mercredi. Mais au final, c'est bien mieux de dire il va falloir que tu attendes mercredi, mais je te garantis que tu l'auras mercredi, que de dire envoie-moi un Mm. email et je te répondrai quand je te répondrai. Tu vois, je pense que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que le fait d'avoir un process, toi, permet de te structurer, mais ça permet aussi aux gens qui sont en face de savoir quoi attendre et de savoir ce qu'ils peuvent avoir. Et ça permet aussi à ton équipe de savoir quand les choses vont arriver. Donc, par exemple, mon équipe sait comment se structurer par rapport au podcast parce que les épisodes arrivent de manière voilà, planifiée à l'avance. Il y a différentes manières de le planifier qu'on a testé au fil du temps, mais c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Ça permet d'avoir une régularité, ça permet d'avoir voilà, un process pour tout le monde dans lequel tout le monde peut rentrer. Mm. Et, et comme tu le dis, le fait de forcer les gens en fait, à structurer la manière d'interagir avec toi en leur disant bah, tiens, si tu veux rentrer, il y a tel truc. Après, nous, on peut faire des trucs incroyables. Par exemple, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que tu t'automatises tout ça, mais nous, on est assez fort sur l'automatisation avec un Zapier et tout. Donc, c'est-à-dire que les gens vont poster un truc, ça va automatiquement mettre un Zapier, ça va automatiquement le mettre dans un Trello, tac, 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 tu vois. Et donc, beaucoup de choses vont Mm. pouvoir se passer de manière automatique aussi parce que parce qu'on a une certaine manière de faire. Donc, par exemple, le You Can Book Me qu'on a pour booker les épisodes et connecter un Trello, etc. Si on faisait des bookings par email à la one again, un petit peu n'importe quand, on aurait beaucoup de mal parce qu'il faut que je coordonne pas tant de monde que ça, mais on est quand même trois à travailler sur le podcast sans jamais se parler. Donc, c'est-à-dire que la personne qui prépare les épisodes ne parle jamais à la personne qui fait du montage. Tu Mm. vois, tout arrive sur un truc de, en gros, je te passe le bâton à un certain point, on n'a pas besoin de se parler parce que le truc, il est évident, il est écrit, on sait exactement comment ça fonctionne. Et donc ça, en termes tu vois, de collaboration, ça fonctionne bien parce que tu as mis en place une structure. Et cette structure, souvent, elle va avoir une partie émergée de l'iceberg qui est comment est-ce que les gens à l'extérieur vont interagir avec toi. Mais par certains aspects, les gens aiment bien. Tu vois, par exemple, il y a un YouTuber comme PewDiePie qui va avoir son Reddit et les gens savent que s'ils veulent interagir avec lui, ils vont poster sur son Reddit et il va réagir au Reddit et puis voilà, tu vois, c'est comme ça, c'est une Mm. manière qui est établie avec la communauté et du coup les gens ont une chance d'interagir avec le mec qui est le plus gros YouTuber au monde parce que c'est structuré. Si c'était pas structuré, il pourrait jamais communiquer avec cette communauté. Maintenant qu'il a dit voilà, vous allez faire ça, vous allez prendre telle plateforme, vous allez communiquer de telle manière et voilà ce que moi j'attends de vous. Les gens maintenant ont une manière, tu vois, ont des attentes qui sont claires et je pense que ça c'est quelque chose aussi qui a une certaine valeur quand tu communiques avec les gens à l'extérieur de la boîte. Et ils aiment bien aussi avoir une certaine structure et en un sens un professionnalisme, tu vois. C'est Euh, ça. Il y a ne serait-ce qu'un truc très con. Alors, faudrait que tu fasses une formation sur le côté comment tout automatiser, tout ça et tout. Ça m'intéresserait beaucoup. Mais un truc juste con que j'ai fait, c'est que entre alors, j'avais 2 pages Facebook, une page photographe, une page F1.4. Mon Instagram, mon Facebook privé, enfin privé public, mon YouTube, mes mails, mes 2 sites, enfin mes 3 sites hmm, même avec mon site mariage, tout ça, il y a une infinité d'endroits pour pouvoir me contacter. ouais. Et j'ai juste fait un truc con depuis 2 ans, c'est que j'ai mis un message automatique sur mes deux pages Facebook disant si vous voulez enfin, merci pour votre message, je ne le lis pas ces messages qui sont ici.
copiez-moi ce message-là dans un mail à cette adresse-là, et là, je vous y répondrai. Ouais. Et rien que ça, déjà, c'est un poids déjà. Et je sais que si la personne ne le fait pas, eh ben, c'est que ça devait pas être très important. Ouais. C'est pas grave. Et rien que ça, déjà, c'est un poids enlevé assez énorme. Il faut que je Euh, fasse mieux encore. Ouais, non, et c'est bien, c'est une bonne manière de réfléchir et c'est une manière qui va aussi t'aider à déléguer certaines tâches parce que en gros, plus un process est défini, plus une autre personne peut s'en occuper pour toi. Donc ça, c'est aussi une manière de te dire est-ce que tu as un contrôle fric, etc. Comment est-ce que tu fais? Bah, une manière, c'est d'écrire des process simplement. Voilà comment est-ce que tu vas faire une description de podcast. Voilà comment est-ce que la description de la vidéo va fonctionner. Voilà comment est-ce que tu vas faire le montage. Voilà. On a des process qui sont définis qui permettent tu vois, tout ce qu'en fait toi tu as dans ta tête et que tu codifies et que tu fais de manière plus ou moins stricte, là tu vas te faire l'effort et ça prend beaucoup de temps de faire des process, donc il faut le faire que quand on a vraiment besoin, C'est chiant. mais voilà, c'est chiant, mais une fois que tu l'as, tu as codifié quelque chose. Et donc du coup, si la personne ne fait pas, tu lui dis, bah voilà, écoute, on a un process, on est d'accord ou pas? Le process, tu l'as pas suivi. Explique-moi pourquoi. Qu'est-ce qui va pas avec ce process? Est-ce que tu n'arrives pas à le suivre? Est-ce que tu l'as oublié, etc. Moi, j'ai vraiment besoin que tu le suives. On peut en parler, tu vois. Si c'est du feedback, de dire ouais, moi j'aime pas trop ça, fais comme ci, fais comme ça, et que c'est vague, tu as l'impression de faire chier la personne en fait avec des feedbacks de ton goût personnel et de la saouler. Alors qu'en fait, si tu as un process, tu dis ouais, en fait c'est comme ça. Ou alors tu dis bah écoute, je te l'ai pas dit, mais en fait il faut que ce soit comme ça, est-ce que tu peux le rajouter au process? Tu vois, c'est quelque chose qui du coup est écrit, c'est beaucoup plus objectif, c'est pas toi qui viens chipoter sur le travail de quelqu'un d'autre, voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que ça fonctionne et ça fonctionne mieux comme ça et donc on est tous d'accord pour poursuivre ce process-là. Donc ça c'est une valeur du process en termes de voilà, non seulement de gain de temps, mais aussi en termes de relations interpersonnelles pour clarifier en fait les attentes que tu as et c'est beaucoup plus fair pour la personne. Si tu vas aller critiquer le travail de quelqu'un ou dire bah tiens ce que tu as fait c'est pas top, tu peux me refaire ça ou ça, ben, c'est bien de leur donner des instructions, des attentes qui sont super claires plutôt que de l'avoir laissé se débattre et ensuite aller critiquer ce qu'elle a fait. Et puis elle acceptera beaucoup mieux de dire bah tiens, pourquoi tu m'as pas envoyé ça alors que c'était écrit dans le process quoi. Et donc là il faut vraiment, tu peux juste dire bah suis mieux le process. Et c'est pas juste dire c'est un truc que tu as dit oui mais je te l'ai dit il y a 6 mois, tu t'en souviens pas mais c'est une honte. Et Ça après, va tu mal se vois, passer. si le process est pas dit, bah, c'est une erreur de ta part. Bah écoute, c'est une erreur de ma part. Moi, je Mm. l'avais pas mis dans le process ou je l'avais pas pensé ou tu as raison, c'est bien. Bah écoute, du coup, bah, c'est pas du tout de ta faute. C'est-à-dire que maintenant, si tu fais une erreur et que c'était pas dans le process, c'est absolument pas de ta faute. Tu n'étais pas du tout censé le savoir. Puis si tu censé savoir, ça serait dans le process. Donc si je te Mm. le dis, tu n'as aucune culpabilité à avoir là-dessus. Bah, je te le dis, maintenant tu peux le rajouter dans le process et comme ça on l'aura pour la prochaine fois et il n'y a pas de problème. Donc en gros, les erreurs que les gens vont faire, c'est soit euh, de ta faute, un truc que tu as oublié, et dans ce cas-là, tu dis, bah, mea culpa, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Soit ils n'ont pas suivi le process, et dans ce cas-là, c'est clairement leur faute, en disant, bah, tiens, écoute, là, on a un problème parce que le process, il est quand même assez important pour X et Y raison. Ou soit, bah, voilà, après, il y a toujours une zone grise qui est les goûts et les couleurs, tu vois, ça disparaît jamais totalement. Mais les goûts et les couleurs, c'est quelque chose qui, voilà, ça reste quand même, à partir du moment où tu as pris des gens qui sont relativement compétents et intelligents, ce qu'ils ont fait, c'est probablement pas horrible. Après, tu peux donner ton feedback, etc. Mais 90% des trucs, en fait, vont être gérés par les deux premiers cas et le process va beaucoup aider à ce niveau-là. Tu vois, on a par exemple un Puis tout dépend si process. c'est créatif, Ouais. si c'est créatif ou pas, hein. Si c'est juste comment ajouter quelqu'un sur un groupe ou comment poster une vidéo, cliquer sur tel truc, c'est pas, Ouais. là c'est pas créatif, c'est binaire quoi. Même dans des tâches qui sont relativement créatives. Je vais donner un exemple de tâche créative, c'est les descriptions de ce podcast. Donc le podcast, je vais Mm. souvent, moi, je vais faire l'introduction tout seul à l'oral et je vais souvent écrire le titre, pas toujours, mais souvent j'écris le titre. Et ensuite, Arnaud va s'occuper de faire la description. La description, tu vois, il faut choisir quoi mettre, donc il y a des choix créatifs, etc. Mais on a une structure, grosso modo, de moi, ce qui m'intéresse. Je vais donner des petits feedbacks au fil du temps, mais c'est grosso modo ce que j'attends et la structure avec l'explication de qui est l'invité, ce que vous allez apprendre, un certain nombre de bullet points en fait. Donc tu vois, on a une espèce de formule. Tu regardes toutes mes descriptions de podcast, c'est un peu la même formule, le même process, la même structure qui était définie. Maintenant, si je prenais une personne et je fais, écoute, fais-moi la description de podcast, j'aurai jamais ce que je cherche. Tu vois, j'aurai jamais la bonne Mm. longueur, le bon format, les bullet points. La plupart des gens ne mettront pas de bullet points. C'est ce que je veux dire. Le fait même sur un élément créatif d'avoir un truc qui cadre, je sais que j'ai grosso modo moi ce que je recherche. Et puis après, les variations à l'intérieur des bullet points qui sont choisis ou pas et de comment ils sont formulés, ça c'est laissé à la personne. Et je peux toujours donner du feedback pour qu'au fil du temps il s'améliore. Mais grosso modo, le truc il est déjà bon à 90%. Alors que si je lui avais donné aucun process, aucune instruction en lui disant bah tiens c'est créatif, tu fais comme tu veux,
En gros, j'aurais eu un truc, je serais même pas capable de donner du feedback dessus parce qu'il fallait le refaire à partir de zéro. Et ça, c'est grosso modo moi, le problème que j'ai eu quand je te disais que j'avais pas réussi à déléguer l'écriture de mes vidéos YouTube. Je me dis, bah vas-y, écris-moi un script de vidéo. Mais au final, je n'étais pas capable de définir quels étaient les éléments de process qui faisaient un script Marketing Mania. Et comme je n'étais pas capable de définir ces éléments de process qui faisaient une bonne vidéo Marketing Mania, quels sont les vrais ingrédients que tu as besoin d'avoir, bah finalement, la vidéo, c'était un script. Tu vois, il correspond au cahier des charges que je t'ai donné. Le problème, c'est que le cahier des charges que je t'ai donné, il était nul. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas les détails, il n'y avait pas les process, etc. Et comme on n'avait pas de process, en fait, c'était impossible. Versus sur le montage. Tu vois, sur le montage, je peux te dire, OK, il faut que tu cuts de telle manière à tel moment, il faut que tu mettes les musiques de telle manière, les transitions ça va de telle manière, les visuels je veux que tu les mettes à tel moment et voilà le type de visuel qui m'intéresse. Maintenant une fois que j'ai ça, j'aurai peut-être des feedbacks sur le montage, mais il y a quand même les trois quarts des choix créatifs ont été faits sur ce process, sur cette manière de faire. Donc bien sûr les gens peuvent aller voir tes anciennes vidéos et comprendre comment ça fonctionne, et tu peux aussi avoir un process qui est écrit, notamment des trucs bêtes, mais moi j'ai des transitions. Les transitions, comment est-ce que ça marche, combien de temps est-ce qu'elles restent à l'écran, qu'est-ce que tu mets derrière. Tu vois, c'est des choix qui créent la continuité dans l'output créatif. Mais c'est quelque chose que tu peux transmettre. Et tu pourrais imaginer, c'est pas absurde d'imaginer que je pourrais faire le même travail sur l'écriture d'un script en disant voilà, un script Marketing Mania, généralement, il y a X parties, voilà comment ça fonctionne, voilà comment je le trouve, voilà comment je fais mes recherches. Et peut-être que je pourrais beaucoup plus avoir de process. Comme aujourd'hui, je ne le délègue pas, je j'ai pas ce process. Voilà. Mais il y a peut-être un cahier des charges qui est meilleur que fais-moi une bonne vidéo, tu vois. Oui, ça en même temps, c'est le basique. Il y a une vidéo Marketing Mania qui est sortie comme ça ou pas? Ou t'as vraiment tout jeté ce qu'on t'avait fait? Donc, il y a une vidéo qui est sortie, et c'est ma vidéo sur Fortnite en fait. Pas vu ça. Donc sur Fortnite, j'avais une personne avec qui je travaillais qui du coup, c'est une personne qui faisait des vidéos, qui faisait des bonnes vidéos. J'ai fait vas-y, on va faire un projet test dessus, je vais te payer tant et tu vas me faire le script. Donc il m'a fait le script et son script finalement était bien, mais je sais pas, il me manquait quelque chose, il me manquait un angle, etc. Donc j'ai été refaire beaucoup de recherches, j'ai récupéré beaucoup d'éléments que lui m'avait sortis, donc il m'avait sorti des bons éléments, mais en fait j'ai été tout réécrire à partir de zéro en utilisant ces éléments, en utilisant mes recherches, et en fait j'ai changé l'angle de la vidéo et l'accroche de la vidéo. Donc finalement je l'ai refait. Donc lui il m'a aidé quand même sur les recherches et autres, mais si tu veux, comment dire, l'impulsion, l'accroche, la colonne vertébrale, l'arc narratif de la vidéo, en fait, il ne l'avait pas, mais parce que je ne lui avais jamais expliqué comment l'avoir. Et je n'avais jamais été capable d'expliquer exactement, précisément, ce qui faisait qu'une vidéo Marketing Mania allait marcher. Donc, je l'avais refait en grande partie. Et niveau temps, voilà, niveau temps, j'ai passé beaucoup plus de temps que je n'aurais fait en faisant la vidéo tout seul. C'est pour ça que je n'ai pas forcément réitéré l'exercice. Mais à mon avis, un jour, tu vois, j'arriverai peut-être à faire ça, ou j'arriverai peut-être à trouver la bonne personne qui peut m'aider dessus, ou peut-être que j'arriverai à faire ce que je fais sur le podcast, c'est-à-dire séparer en grande partie les recherches et l'écriture. Comme je fais les recherches, ça me prend beaucoup de temps. Sur le podcast, ça me prend beaucoup moins de temps, comme c'est quelqu'un qui va me prémâcher le travail et va me donner un document avec toutes les informations qui sont importantes. Et ça, sur les vidéos, je l'ai déjà fait. J'ai déjà eu des personnes qui me faisaient des recherches. Ouais, en fait, dans les recherches, est-ce que tes recherches ne sont pas aussi en fonction d'un axe que tu vas trouver peut-être pendant tes recherches? La dernière vidéo que j'ai faite, c'est le top 6 des pires photos de mariage du monde. Et surtout, comment ne pas le faire, comment ne pas s'y retrouver. Et j'ai trouvé l'axe, c'est quelque chose que je voulais pas faire, parce que je voulais pas me moquer, tu vois, de photos et tout ça. Et j'ai trouvé l'axe en m'obligeant à faire des recherches. C'est-à-dire que si j'avais demandé à quelqu'un de faire les recherches, ça aurait été juste, trouve-moi plein de photos pourries et puis essaye de trouver des trucs drôles à dire dessus. Sauf qu'en cherchant ça, je me dis, ouais, mais c'est bizarre, il y a des photos que j'aime bien dans les photos pourries et des photos que j'aime pas dans les photos dites géniales. Pourquoi? Et j'ai essayé de creuser ça, de creuser ça, de creuser de ça, et ça a été... Enfin, tout est... Je pense que j'aurais du mal... Enfin, je pense que c'est pas possible que quelqu'un d'autre ait pu avoir ce raisonnement qui m'aille dans ce que je vais dire. Enfin, qui m'aille assez pour que je le dise dans une vidéo de façon convaincue. Tu vois, il y a ça aussi. Donc, moi, pour le coup, sur la recherche, on a un vrai process en fait de ce que je vais rechercher sur un sujet. Donc, par exemple, une vidéo, je ne travaille pas sur toutes les vidéos avec quelqu'un pour faire mes recherches, parce que parfois, je n'en ai pas besoin. Et dans certains cas, j'en ai besoin quand c'est quelque chose où il y a beaucoup d'informations et il y a potentiellement beaucoup d'extraits vidéo, par exemple, dont j'aurais potentiellement besoin. Donc, sur une vidéo comme ma vidéo sur PewDiePie, et aussi ma vidéo sur PNL que j'avais fait, j'avais quelqu'un qui m'avait aidé sur les recherches. Donc, en gros, moi, maintenant, j'ai une certaine structure au niveau des recherches que je recherche, avec une chronologie. Je te dis, écoute, je cherche des gens
qui en ont parlé pour pouvoir avoir des extraits. Tu vois, donc, je vais avoir un cahier des charges qui est plus précis de ce que je veux. Et en fait, là, ce que la personne va faire, c'est m'éviter de relire plusieurs fois la même chose. Donc, par exemple, sur PNL, j'ai besoin de comprendre l'ensemble de l'histoire du groupe, toutes les opérations marketing qu'ils ont fait. Maintenant, si je tape PNL marketing et je regarde tous les articles qui ont été faits sur eux, je vais relire 10 fois la promo qu'ils ont fait avec Uber. Tu vois. Il va y avoir beaucoup de répétitions. Si je regarde les gens qui ont parlé d'eux, je vais galérer à trouver les bons extraits. Donc là, la personne va prémâcher le travail en consommant tout ce contenu et en me disant voilà, l'historique c'est ça, et il me donne le lien une seule fois de tout ce qu'ils ont fait. Et après, c'est à moi d'aller consommer tout ça et d'y passer beaucoup de temps, mais il m'a quand même prémâché le travail. De la même manière, quand je fais des interviews sur ce podcast, qu'on a des invités qui ont fait eux-mêmes beaucoup de contenu et d'interviews, on va aller écouter leurs interviews précédemment. Évidemment, tu écoutes 5 interviews de la même personne, il va raconter souvent la même chose. Donc il y a beaucoup de répétitions. Si la personne est là, il peut me dire ok, là les trucs qui sont nouveaux c'est ça, il peut me donner le moment dans l'interview où aller écouter le truc qui est nouveau, et moi je peux juste aller écouter ce qui m'intéresse. Donc il m'a prémâché le travail, et ce qui m'aurait pris 3-4 heures m'en prend une. Donc il y a vraiment une aide là-dessus, mais c'est vraiment en termes de diviser. Et là, je divise vraiment la partie recherche et synthèse de l'information, et la partie je vais créer quelque chose. Je vais trouver des idées à partir de ce que j'ai. Donc la personne va rarement me trouver des idées. Parfois, il fait des propositions, mais je ne les utilise pas toujours. Mais en revanche, il va me filtrer des informations parce qu'il sait en fait le type de truc qui va m'intéresser. Il sait le type de truc qui va m'intéresser, le type de contenu, le type de truc. S'il a un extrait intéressant, s'il a une petite punchline, il dit tiens, ça pourrait faire un bon extrait, tu vois, un clip à passer dans une vidéo par exemple, il va me le sortir. Donc il sait ce que je recherche, il sait le format dont j'ai besoin pour comprendre, il sait les éléments à me faire remonter, donc il va me faire gagner beaucoup de temps à ce niveau-là. Donc encore une fois, tu vois, il y a quand même des recherches que je vais faire moi-même parce qu'il faut que je m'imprègne du matos qu'on m'a donné. Mais être sur Google, taper PNL et trouver tous les articles qui ont été et regarder leur page Wikipédia, etc., ça, je n'ai pas forcément besoin de le faire. Donc, il y a pas mal d'éléments où tu dis, tiens, ça, c'est un truc qui pourrait être séparé en deux. Quand je le fais tout seul, je ne me rends pas compte que c'est deux choses séparées. Mais en fait, ça peut être séparé. Par exemple, les gens ne s'aperçoivent pas que écrire du texte et relire ce texte, c'est deux tâches qui sont bien séparées. Tu pourrais avoir une personne qui t'aide, un éditeur, dans une maison d'édition par exemple, qui t'aide à relire ton texte, à le retravailler, etc. C'est deux tâches qui sont bien séparées. Et comme les gens mélangent un peu tout, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas déléguer des trucs, alors que parfois tu peux avoir de l'aide. Tu peux probablement, avec un bon éditeur, attendre un meilleur texte, parce que tu auras un éditeur qui est extrêmement fort sur cette partie de relecture, là où toi, tu n'es pas forcément fort sur la relecture de ton propre texte. Et ça me fait enchaîner sur... parce que c'est assez drôle, comme je t'ai vu, je te dis, en janvier, à la sortie de ton livre. Et c'est marrant parce que j'avais été là-bas aussi en disant, tiens, je vais chez Erol, parce que j'avais en tête de pouvoir les contacter pour faire un livre sur le mariage. Et une journée avant, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a mis en relation directe avec... c'est la partie photo de Erol. Et maintenant, on n'a pas encore signé le contrat, mais là, on est en train de finaliser le contrat. Et je vais avoir un livre qui va sortir chez Erol sur comment devenir photographe de mariage, Cool. avec tout le côté marketing et tout. Et donc, c'est c'est assez drôle de voir c'est drôle sur ce que tu dis, parce que j'ai eu tout ce discours, tout cet échange là avec du coup mon éditrice, et tout ce truc de il y a l'écriture, il y a la relecture, il y a tout ça, et j'attends aussi d'elle qu'elle fasse vraiment ce travail de synthèse aussi des choses de choses qu'on peut dire. J'ai pas encore cette expérience-là, j'ai vu les vidéos que tu avais faites dessus, j'ai lu ton livre, tout ça et tout, et j'ai hâte de voir comment ça va vraiment se passer, sachant qu'il doit sortir en mai prochain en plus, donc il faut que je speed pour bien l'écrire, mais ça va être encore un sacré travail. Et je trouvais ça drôle en fait, tu vois, Ouais. d'être à ta sortie de livre et de me dire, putain, il y a quelque chose qui vient de s'engager juste par hasard, là, une journée avant, chez le même éditeur, tout ça. Parce que la sortie de livre était, du coup, pour les gens qui n'ont pas le contexte, dans les locaux en fait de Erol. Oui. Ils ont une salle de conférence qui est adjacente, et ils ont la possibilité d'organiser des événements pour leurs auteurs dedans. Ce qui était une bonne chose. D'ailleurs, j'étais content de ne pas avoir à faire d'organisation d'événements et de trouver une salle. C'était assez fluide comme process pour moi à ce niveau-là. C'était cool. Ça a déjà été dur de trouver un bar, donc... Ouais. Qui puisse remplir le nombre de personnes qu'on avait besoin.
Sébastien, il y a 3 questions que je pose à tout le monde pour terminer ces épisodes. Tu dois probablement les connaître. La première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Alors, bah, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, Ouais. des secrets d'un esprit millionnaire, mais je vais en dire un autre. C'est L'effet cumulé de Darren Hardy, Mhm. qui m'a aussi vraiment changé. Euh, j'ai lu pas mal de livres, marketing, tout ça et tout, et globalement, je trouvais beaucoup de bullshit américain, tu sais, Ouais. 20% de données et 80% de «Ah tiens, t'as vu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je te le vends le truc». Euh, le livre de Darren Hardy c'est un concept très très basique qui est de si tu fais un petit truc tous les jours, tu vas te retrouver avec un énorme truc d'ici 10-15 ans. C'est le côté, est-ce que tu préfères qu'on te donne un centime tous les jours et qu'on double cette somme tous les jours pendant 30 jours, ou qu'on te donne 5 millions tout de suite? Et au final, il vaut mieux choisir les centimes, parce qu'au dernier jour, on arrive à 8 millions, je crois, ou un truc comme ça. Et, euh, et je me suis dit, c'est vrai que bah, plutôt que d'aller courir, tu vois, une heure tous les jours d'un coup, bah, en fait, y aller tranquillement, et juste, ne serait-ce que d'y aller 10 minutes tous les jours, déjà, c'est énorme. T'en discutais avec Paul dans ton podcast, euh, mince, Nomade et digital, du coup. Nomade Digital, bah, Ouais. désolé, j'ai un trou de mémoire. Sur le fait, Paul disait qu'il il faisait une petite routine le matin qui était de faire quelques pompes ou je sais plus, choses comme ça. Et c'est vrai que bah, je me suis mis à le faire, à avoir une routine, de me créer des petites routines, mais des petites choses très très rapides, tu vois, c'est rien. Enfin, tu fais 10 pompes ou 15 pompes, ça te prend 2 minutes, même pas, ou 40 secondes. Et bah, c'est des petites choses qui ont fait qu'au fur et à mesure, bah, j'ai perdu un peu de poids, j'ai, euh, j'ai fait des choses. Par exemple, ma formation, la grosse formation, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet-là, mais une grosse formation que j'ai lancée en pré-vente, c'est une très 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 grosse formation, puisqu'on voit tout pour être photographe de mariage. Ça fait plus de 6 mois que je suis en train de la créer, Mhm. et je travaille au minimum 1 heure tous les jours dessus. C'est-à-dire que la première chose que je fais le matin, c'est que je travaille au moins 1 heure dessus. Ce qui fait qu'au bout d'un mois, j'ai 30 à 31 heures de travail dessus sans avoir eu l'impression de passer une journée dessus. Ouais. Et ces petites choses, à la fin, ça fait un truc bien cumulé que je pourrais vendre. Et ce livre m'a vraiment fait prendre conscience de ça. Et il est très très facile à lire, et je trouvais que c'était au moins 80% de contenu et 20% de bullshit. Donc c'était plutôt Et un bon inverser le ratio. ratio américain. C'est ça. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à ton toi-même de 20 ans? Alors ça, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ok. Mais si, enfin, j'ai pas trouvé de vrais trucs à dire. Mais j'avais fait une vidéo sur, je crois que c'était ma 5e année de F1.4. Ça faisait 10 ans que, enfin c'était en 2016, ça faisait 10 ans que j'étais mis à mon compte, je m'étais mis à mon compte, et j'ai fait une vidéo, qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 10 ans? Et avec ce que tu sais maintenant. Et je lui dirais d'aller un... Alors, si je lui dis d'aller plus vite, le problème c'est que je suis pas sûr d'arriver au même endroit, parce que d'avoir peut-être moins peur, mais surtout d'avoir moins peur du marketing, parce que c'est ce qui m'a vraiment débloqué dans le fait de vivre mieux, d'être plus serein, et, euh, et d'avoir ce niveau de vie, dans le sens, je peux faire ce que je veux. Si demain je veux partir en voyage pour faire des photos à l'autre bout du monde, je peux le faire, et parce que j'ai de l'argent de côté. Et on dit souvent que il faut trimer, trimer, trimer pour lancer un projet. Peut-être qu'il faut plutôt d'abord faire un truc qui va te rapporter assez d'argent pour pouvoir derrière être serein pour faire ce que tu veux vraiment faire dans ta vie. Et, et c'est, je lui dirais, va plus vite sur quelque chose qui va te rapporter de l'argent pour pouvoir faire les choses que tu as envie de faire beaucoup plus vite. Par exemple, je me suis donné là une sorte de deadline, c'est-à-dire là j'ai 36 ans, je, je me laisse encore 4 ans pour travailler sur mes formations, faire quelque chose qui marche un peu tout seul, enfin qui me demandera beaucoup moins de travail plus tard. Et à partir de mes 40 ans, me mettre 80% du temps sur mon côté auteur Hmm. pour, euh, pour voyager, pour faire des photos, faire des livres, faire des expos. Mais en ayant comme étant auteur au début, tu gagnes pas grand chose non plus. Enfin,
j'ai fait un livre qui a bien marché, mais ça ne m'a pas non plus rapporté beaucoup d'argent, parce qu'un livre, c'est beaucoup d'argent à créer. Vendre des tirages, c'est un travail très actif en termes de marketing, en termes de trouver des galeries et tout. Ben, je veux avoir un peu d'argent de côté, et de l'argent qui arrive tous les mois, un peu de rente, par rapport à mes formations ou à des investissements que je pourrais faire, pour pouvoir pour pouvoir m'adonner à fond dans une nouvelle, pas dans un nouveau travail, mais dans un travail où je me consacrerai plus, qui devra redémarrer, tout ça et tout. Donc, je lui conseillerais d'aller trouver de l'argent plus vite, donc faire des investissements et trouver un travail enfin, d'aller plus vite vers des solutions qui te rapportent plus d'argent. Finalement, Sébastien, est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit? Alors, il vient pas de moi, enfin en même temps, il vient pas non plus de Siegfried, mais c'est Siegfried qui me l'a mis en tête, c'est mieux vaut fait que parfait. Et il y avait toujours ce truc de ouais, non, mais il faut absolument que ce soit parfait pour être lancé. Ma photo, il faut qu'elle soit. Ouais. Enfin, c'est une autre chose, mais ma photo, il faut qu'elle soit parfaite pour être montrée. Faut que ma vidéo soit parfaite et tout. Et au final, tu fais rien. Et j'ai maintenant tout le temps ça en tête. Je me donne une deadline, et à cette deadline, il faut que la chose soit sortie. C'est-à-dire que pour le guide du photographe de mariage, j'avais commencé à travailler dessus en juin, et je me suis dit, ça sortira mi-septembre. Quoi qu'il se passe, ça sortira mi-septembre. La vente de ma formation sortira quoi qu'il se passe fin novembre. Le livre, enfin là, le Ulule que je devais faire en début d'année sortira quoi qu'il se passe, mais pas quoi qu'il se passe puisqu'il y a eu le Covid. Mais sauf confinement planétaire, qui est quand même un cas un peu à part, sortira absolument à cette date-là, quoi qu'il se passe. Que j'ai pu bien faire ma page de vente ou pas, que la virgule soit au bon endroit ou pas, que j'ai pu faire tout ce qu'il fallait ou pas. Sinon, au final, bah, tu sors rien. Donc vraiment, j'essaye de toujours garder ça en tête. Même s'il y a toujours le côté parfait qui a envie d'être là et contrôle fric qui te dit il faut que ce soit parfait pour que voilà. C'est dur hein, de changer. Enfin, d'évoluer. Ouais, mais avec le temps, ça vient, je suppose. Oui. On devient plus sage avec l'âge qui avance. Et bah, écoute, merci Sébastien d'être venu sur le podcast. Partage avec nous ton expérience. Un grand merci Stan de m'avoir accueilli. Et il y avait tellement d'autres sujets qu'on pouvait parler et tout. Et ça va déjà durer trop longtemps. Mais j'ai la même chose sur mes podcasts. Ils durent de plus en plus longtemps. C'est horrible. Alors que tu dis, j'ai à peine effleuré tous les sujets que je voulais faire. Quoi. Mais merci. Et merci pour tout ce que tu fais parce que tu aides énormément de monde. Avec plaisir. Merci à toi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.